Donc, bonjour à tous, ravie d'être là aujourd'hui au frais avec vous. Donc il me revient de vous parler des risques, de que reste-t-il des opioïdes de palier 2 pour le traitement des douleurs post-opératoires. Et peut-être qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler un petit peu pourquoi il y a eu cette classification, hein. C'est une classification qui vient de l'OMS des années 1986, où on a distingué les opioïdes faibles des opioïdes forts, avec le palier 2 et le palier 3, et qui étaient en fait pensés pour mieux traiter les patients qui avaient des cancers. Donc c'était une classification qui était là en oncologie. On a tous été élevés un petit peu, tous les soignants, avec ces trois classes, en disant que plus la douleur était forte, plus on devait monter sur les opioïdes. Et il faut imaginer également qu'à l'époque, l'idée de cette classification était pour que certains pays qui n'avaient pas accès aux opioïdes ou qui avaient des restrictions très importantes puissent avoir accès aux opioïdes de classe 2. Mais elle est très critiquée actuellement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de discussions très récentes, hein, vous voyez dans le BJA en 2022, là, qui se posent la question que cette classification est dépassée aujourd'hui, elle est désuète et au contraire peut entraîner en fait des pièges dans le mésusage, puisqu'en fait, entre opioïde 2 et opioïde 3, les effets secondaires sont les mêmes et une fausse réassurance des soignants et des patients. Et donc maintenant, il faut penser d'autres classifications. Il y a d'autres classifications qui ont été proposées, dont la classification, par exemple, de Beaulieu, qui a montré qu'en fait, on pouvait classifier les antalgiques en fonction de leur mécanisme d'action. Et donc, on a les actions différentes en fonction de la modulation centrale, en fonction de l'effet sur la nociception, etc. L'avantage de cette classification, c'est qu'on peut rajouter au fur et à mesure les antalgiques qui vont arriver, comme des tout nouveaux, comme la capsaïcine, par exemple, pour la douleur neuropathique, qu'on a fait rentrer les médicaments de la douleur neuropathique qui n'existaient absolument pas dans ces trois paliers de l'OMS. Et puis, on ne distingue pas la douleur aiguë et la douleur chronique, et non plus, on ne donne pas les traitements en fonction de l'intensité. Alors, il faut savoir que cet ordre établi a été remis en question par de nombreuses sociétés savantes. Et en 2017, 4 sociétés savantes se sont interrogées, se sont positionnées avec leur expertise pour dire qu'il valait mieux donner des opioïdes de niveau 3, forts, en particulier pour les patients âgés, hein, si je lis ce qu'il y a écrit. Donc, si les recommandations reconnaissent une efficacité aux opioïdes faibles, celle-ci est contrebalancée par des problèmes de tolérance chez les patients âgés. Les opioïdes forts mieux tolérés et plus maniables sont parfois préférés aux opioïdes faibles. La même chose, un petit peu avant, dans les années 2012, en oncologie, avec la Société européenne de soins palliatifs et la Société européenne d'oncologie, qui dit la même chose, qu'il est préférable de donner des opioïdes faibles à petite dose, des opioïdes forts à petite dose, que des opioïdes faibles. Et donc là, vous voyez qu'il n'y avait pas de preuve que les opioïdes forts à petite dose avaient plus d'effets secondaires que les opioïdes faibles. Et puis, vous savez bien qu'il y a eu toute une restriction des opioïdes faibles au cours des dernières années. Ça a commencé en 2011 avec l'Agence européenne du médicament qui a retiré le dextroproxyphène à cause de la balance bénéfice-risque négatif. En 2013, la NSM envoie une alerte sur la codéine après des décès graves chez l'enfant et le contre-indique chez la femme allaitante, chez les patients métabolisants rapides ou encore chez l'enfant de moins de 12 ans. 2017 également, un arrêté fait par l'ANSM également, par le directeur de l'ANSM à ce moment, un arrêté à effet immédiat inscrivant tous les médicaments dérivés de l'opium, dont la codéine. Vous savez qu'il y avait beaucoup de sirops à ce moment-là, où il y avait beaucoup de mésusages sur ces sirops, sur la liste des médicaments disponibles uniquement sur ordonnance. Et puis plus récemment, en 2021, la restriction du tramadol qui avait une limitation de la prescription à 12 semaines au lieu des 12 mois qui précédaient. Alors, les paliers 2. Qu'est-ce que nous avons comme palier 2 actuellement disponible en France? Donc il y a 3 grandes molécules, la codéine, le tramadol, l'opium et le tramadol. Et vous voyez que toutes ces molécules sont proposées avec des associations avec d'autres analgésiques non morphiniques de palier 1, hein, le paracétamol et en particulier l'anti-inflammatoire. L'opium est proposé qu'en association avec le paracétamol. Ça, c'est une petite chose à savoir. Les formes à libération immédiate existent longues pour tous les paliers sauf l'opium. Et ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a des formes de tramadol, il y a
des larges spectres de posologie et également de voies d'administration qui passent de la voie IV en sirop et en comprimé. Alors, là à côté, je vous ai mis les doses équianalgésiques pour transformer ces opioïdes faibles en doses de morphinique, et il faut diviser les doses par 6 pour la codéine, par 10 pour l'opium et par 5 pour le tramadol. Donc vous avez un petit peu la puissance de l'effet de chacune de ces molécules. Et puis, pour vous faciliter la tâche, si je vous ai fait un petit équivalent morphine, si on compare les doses maximum qu'on peut donner pour chacune de ces molécules, c'est-à-dire si on donne les doses maximum de codéine comme elles sont dans l'AMM, ça correspond à 30 mg de morphine. Pour l'opium, les doses maximum sont des 10 mg de morphine, ça correspond à 10 mg de morphine. Et pour le tramadol, dont les doses maximum sont 400 mg par voie péros, ça correspond à 80 mg de morphine. Donc c'est pour vous avoir un ordre d'idée. Alors, ces opioïdes, il faut savoir que en fait, ce sont les premiers opioïdes qui sont les plus utilisés en France, 10 millions de consommateurs chaque année. Il y a une enquête de l'ANSM qui avait montré l'ensemble de ces consommations en montrant que le tramadol était un des premiers opioïdes, suivi de la codéine et puis de l'opium. Et il y a également beaucoup d'alertes sur les abus et les mésusages de ces opioïdes faibles, puisqu'ils prennent le devant du tableau des abus et mésusages. Ce n'est pas la morphine qui pose problème actuellement en France, ce sont les opioïdes faibles, avec, vous voyez, une augmentation des ordonnances suspectes. Il y a plusieurs façons de surveiller d'addictovigilance, et l'OSIAP surveille les ordonnances suspectes avec en première position le tramadol et en deuxième position la codéine. Et sur le deuxième schéma à droite, vous avez les décès par opioïdes, et vous voyez encore que c'est le tramadol et la codéine qui prennent les premières positions, quelle que soit l'année, avec quelque chose d'assez stable sur les décès dus aux opioïdes. Et là également, ça c'est une diapositive que j'ai prise de l'ANSM, toute récente, qui montre que tous les indicateurs sont au rouge pour le tramadol. C'est-à-dire que l'OSIAP, les ordonnances suspectes, le DRAM, c'est les décès, Opidum, ce sont, dans les cas des établissements qui gèrent les patients toxicos, ils suivent les problématiques. Et vous avez que toutes les courbes sont en train de monter pour le tramadol. Et donc, il va y avoir des mesures, même il a été discuté, de peut-être mettre le tramadol dans une ordonnance sécurisée. Alors maintenant, on passe de l'autre sujet, d'autres choses. Donc, vous avez vu que les opioïdes donnent donc des problèmes de dépendance, les opioïdes faibles de dépendance et d'abus. Les opioïdes faibles également peuvent donner de l'hyperalgésie induite aux opioïdes. Ce n'est pas que en opératoire, c'est pas que avec le rémifentanil. Il peut y avoir des hyperalgésies induites avec des opioïdes à faible dose, et c'est ce qu'on avait montré ici dans notre établissement. On avait testé les patients qui allaient se faire opérer d'une chirurgie, qui prenaient des opioïdes en préopératoire, donc des opioïdes faibles pour la majorité, parce que ça correspondait à 40 mg de morphine. Et voyez sur une batterie de tests que les patients qui prenaient des opioïdes en préopératoire étaient déjà plus douloureux, sensibles à des douleurs expérimentales, et puis quand on les voyait en post-opératoire, en salle de réveil, ils consommaient plus de morphine et étaient plus douloureux. Et donc, c'est pour vous dire qu'en fait, on est dans une position clé. On est anesthésiste sur la chirurgie, c'est un moment clé où il va y avoir en fait l'utilisation de ces opioïdes et le risque d'avoir une consommation qui se persiste. Et là, beaucoup de travaux ont montré que ce soit pour des chirurgies faibles ou pour des chirurgies majeures, on va avoir une augmentation de cette morphine en post-opératoire. Donc avec ce travail, avec une database, vous voyez, de plus de 300 000 patients. Également, un même travail, celui-là est intéressant parce qu'il s'intéresse à une cohorte de patients qui sont naïfs aux opioïdes en préopératoire, plus de 300 000 patients, on les suit, et le fait d'avoir eu des opioïdes en péropératoire, c'est un risque d'avoir une consommation plus importante, là de 1,4 avec notre ratio à 44% de plus de chances de consommer des opioïdes encore à 1 an. Et dans ce travail, ils avaient montré que c'était la codéine qui était en première position. Alors, comment faire ? Que faire pour diminuer ces opioïdes en périopératoire ? Vous le savez, c'est l'analgésie multimodale. J'aime beaucoup cette diapositive qui montre en fait l'évolution aux États-Unis de l'utilisation de l'analgésie multimodale qui a donc a contribué à la diminution d'opioïdes en périopératoire et en post-opératoire sur l'opérateur immédiat. Vous avez en fait la hanche et le genou. Dans la première série ici, alors hop, c'est vrai que ce n'est pas pratique. Vous avez en fait la diminution de morphine au cours des 10 dernières années, ça va de 2006 à 2016, avec les opioïdes qui diminuent et l'augmentation de l'analgésie multimodale. Et on voit très bien que quand on utilise 2 modes d'analgésie multimodale, donc 2 autres traitements analgésiques, on a une diminution nette de la consommation d'opioïdes. Alors,
quels seraient les meilleurs analgésiques non morphiniques à proposer pour cette analgésie multimodale? Ça, c'est une question qu'on a essayé de répondre avec cette méta-analyse qui avait été réalisée en 2017 et qui se positionnait sur l'ensemble des analgésiques non morphiniques qui pouvaient être proposés. Et je vous la montre parce que justement, on avait inclus le tramadol dans cette méta-analyse, parce que vous savez que le tramadol a une double action. Il peut être opioïde, mais il a également un effet inhibiteur de la recapture de la sérotonine, et donc on l'avait inclus comme un autre analgésique non morphinique. Et donc c'est intéressant de voir que quand on les classe, tous ces molécules, on essaie de voir laquelle est la plus efficace. Et si on regarde le tramadol par rapport aux autres, c'est la question d'aujourd'hui, vous voyez que le tramadol a une diminution de l'épargne morphine, donc diminue l'épargne de morphine, mais vous voyez de combien, je ne sais pas si c'est petit pour vous, moi c'est un peu petit, c'est 7 mg. Et donc 7 mg, c'est bien en dessous des 10 mg qu'on dit que c'est le minimum cliniquement important, significatif, pour avoir un effet. Et vous voyez donc que là, l'épargne morphinique est faible par rapport à d'autres qui vont au-devant, qui sont des analgésiques non morphiniques, donc ce qu'on classerait dans le palier 1, mais ce sont les anti-inflammatoires qui sont au-devant du tableau, et les coxins utilisés seuls. Et puis d'autres en association, donc des associations d'antalgiques, on va dire, du palier 1, puisque c'est du paracétamol plus du néfopam et du paracétamol plus des anti-inflammatoires qui sont plus efficaces dans cette épargne morphinique. Voilà, ça c'est un autre travail du même but, c'était voir est-ce qu'en mettant du tramadol avec une PCN morphine, on pouvait épargner de la morphine. On n'a pas d'épargne morphine ou très peu, ou peu d'épargne morphine n'a pas de conséquences cliniques sur les nausées. Il y avait les vomissements également, les nausées, vous voyez le résultat de cette méta-analyse, mais également sur la diminution de la douleur. Donc tramadol, finalement, on retient qu'ils font moins bien que beaucoup de palier 1 utilisés en péropératoire. On passe maintenant à une autre problématique de ces opioïdes, c'est leur métabolisme. On avait dit qu'il y en avait 3 opioïdes faibles, dont la codéine et le tramadol, et tous deux ont une spécificité, c'est que c'est des prodrogues, et pour être actifs, pour être transformés dans la drogue, ils vont être activés, ils vont être bioactivés, en passant par un cytochrome, le fameux cytochrome P450, où il y a plusieurs sous-groupes à l'intérieur. Et donc, la drogue fille est beaucoup plus puissante que la prodrogue pour la morphine. Je crois que ça va de rapport de 10 à 50 et de l'eau-déméthyltramadol. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce cytochrome a un grand polymorphisme génétique, et ça a été montré dans de nombreuses études, qu'en fonction de l'ethnie, vous voyez, il y a une énorme variation de ces cytochromes, et qui va entraîner en fait des variabilités génétiques dans l'efficacité de ces traitements, les deux, tramadol et codéine. Et vous avez ici, dans la population caucasienne, par exemple, vous avez des métaboliseurs rapides, à peu près 10%, et des métaboliseurs très lents, dans à peu près 10%. Donc on va dire que 20%, dans 20%, un patient sur 5, vous allez traiter avec de la codéine ou du tramadol, vous allez être un petit peu à côté de ce que vous souhaitez faire. Voilà, ça c'est des travaux qui montraient sur la codéine, qu'est-ce qui se passe avec des métaboliseurs rapides et des métaboliseurs lents. Donc on a des concentrations, vous voyez que les concentrations vont je crois que ça se multiplie par 10 ici quand on est un métaboliseur rapide, donc on va avoir tous les effets secondaires qui vont arriver ici avec la codéine. Et de même façon, on peut avoir également une absence d'efficacité, ça c'est des travaux qui ont été montrés avec le tramadol sur la chirurgie abdominale. Ils ont comparé des métaboliseurs lents et des métaboliseurs rapides. Et là, on voit les courbes avec, chez les métaboliseurs lents, peu d'efficacité, donc 2 fois plus de non-répondeurs, 2 fois plus de patients qui ont besoin des doses de secours avec ces problématiques-là. Donc on voit qu'il y a une grande variabilité avec ces 2 traitements. Autre problème, donc je vous ai parlé déjà du problème de variabilité génétique, mais le deuxième problème, c'est l'interaction avec le cytochrome P450 de nombreuses molécules. C'est un cytochrome qui va transformer de nombreuses molécules et qui peut donc être induit ou inhibé par de nombreuses molécules. Et là, je vous en ai mis, donc en rouge, c'est les inhibiteurs, et en vert, c'est les inducteurs. Et vous avez même qu'il n'y a pas seulement que des médicaments, il y a aussi le pamplemousse, le jus de pamplemousse, qui est un inhibiteur d'un de ces sous-classes de ce cytochrome. Alors pourquoi c'est embêtant? Puisqu'en fait, ici, vous avez le métabolisme de la codéine, par exemple, et vous savez que la codéine peut être métabolisée donc en morphine, en passant par le cytochrome P406, là, le D6, et puis par un autre, là, excusez-moi, je vois très petit, j'espère que vous voyez mieux sur les grandes diapos, et l'autre qui va en fait faire de la norcodéine qui n'est pas efficace. Et en fait, quand on a eu beaucoup de cas cliniques avec des issues un peu des décès, chez
des patients avec des problématiques. Et là, regardez, en fait, quand il va y avoir un inhibiteur le cytochrome d'une des voies, ça va activer l'autre. Et si on est en plus métaboliseur rapide, plus on a un inhibiteur qui va faire que la voie du métabolisme vers la morphine va être plus importante. Et en plus, on associe une insuffisance rénale. On a tout qui converge pour avoir des décès et des intoxications graves avec ces médicaments. Autre problématique qui va être abordée là, c'est les doubles actions du tramadol. Retenez que le tramadol n'est pas seulement un activateur des récepteurs mu, mais il a une double action qui va être en fait, il va avoir un effet monoaminergique centrale avec une inhibition de la recaptage essentiellement de la sérotonine. Alors qu'est-ce que ça va faire? Donc il va avoir double action. Il va y avoir des concurrences sur le récepteur. Et une des compétitivités qu'il va y avoir sur le récepteur le plus important, c'est avec les cétrons, qu'on utilise beaucoup en post-opératoire pour les vomissements. Et là, on a des travaux qui montrent qu'en fait, quand on associe tramadol et endocétron, eh ben, on va avoir une augmentation du tramadol parce qu'il va être moins efficace. On va en consommer un peu plus. Et même dans un autre travail, tramadol et endocétron va faire que finalement, avec cette augmentation qu'on va prendre de tramadol, on va avoir plus de vomissements. Donc voilà. Probablement qu'ils rentrent en compétition, donc l'hypothèse c'est qu'ils rentrent en compétition en bloquant en fait le récepteur à la sérotonine, les deux. Et il y a une méta-analyse qui retrouve un petit peu les mêmes choses, vous voyez, qui compare, en fait, il y a à peu près 5 études qui ont comparé tramadol seul et tramadol plus cétron avec une augmentation en fait, de l'utilisation du tramadol et des nausées. Donc en pratique, en cas de nausées, vomissements post-opératoire avec le tramadol, il est préférable de suspendre le tramadol que d'associer des cétrons. Et puis, le tramadol a beaucoup d'autres interactions, puisqu'on peut avoir cette problématique d'augmentation de la sérotonine dans les synapses et qui peut y avoir, ça s'appelle le syndrome sérotoninergique. Et donc là, vous avez tout le métabolisme de la sérotonine. Il y a plein d'interactions avec beaucoup de médicaments, que ce soit dans la synthèse de la sérotonine, dans la libération de la sérotonine, mais également, et je pense que les plus importants, c'est tous les médicaments qui sont inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et là, on a essentiellement pour nous, ce qui nous intéresse, ce sont tous les antidépresseurs qui sont extrêmement fréquents, les antidépresseurs des IRS, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et la sérotonine à noradrénaline. Ce sont ce qu'on voit beaucoup chez nos patients et qui peuvent donc augmenter ces doses et donner des syndromes sérotoninergiques. Ce n'est pas si rare que ça. Il y a beaucoup de cas. J'ai regardé ce matin, il y en avait encore plein qui étaient sortis et même des revues qui les regroupent de ce syndrome sérotoninergique. Gardez en tête quand même que beaucoup de nos patients qui viennent se faire opérer sont maintenant sous antidépresseurs et que les antidépresseurs antisérotoninergiques sont les plus prescrits. 7% des patients opérés, là j'ai trouvé ce chiffre, viennent avec des antidépresseurs. Et puis le syndrome sérotoninergique, il faut savoir le détecter. Là, vous avez 3 grands signes de ce syndrome sérotoninergique. C'est des symptômes neurologiques, des symptômes psychiques et des symptômes végétatifs. En neurologie, c'est l'hyperréflexie, des tremblements et puis des clonus, d'accord, qui doivent vous alerter. Sur les symptômes végétatifs, on a plutôt une hypertension et des sueurs avec une mydriase. Et les symptômes psychiques, c'est la confusion. Voilà. Après, il y a toute une littérature sur le grade de ces syndromes, mais je pense qu'on passe beaucoup de fois à côté. Donc pensez-y si vous avez un patient qui présente quelques de ces signes, s'il est sous tramadol, pour l'arrêter. Alors, il y a plein de raisons en post-opératoire d'être pas bien, mais s'il est sous tramadol, pensez à ça. Donc finalement, opioïdes faibles, opioïdes forts, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette opposition entre ces deux molécules, peut-être, c'est pas si justifié que ça. Il n'est pas démontré que la codéine ou le tramadol expose à moins de risques que la morphine à dose minimum efficace, peut-être même plus, vous voyez toutes les problématiques que ça pose. Et par rapport à la morphine, leur efficacité est plus variable d'un patient à l'autre. Ils exposent à des interactions pharmacologiques nombreuses, difficiles à gérer, avec des risques de surdose graves et parfois imprévisibles. Alors, quelle alternative? Que peut-on faire pour éviter ou utiliser moins ces médicaments? Donc l'analgésie multimodale, et là je représente le travail d'Hélène Belloy, le travail Octopus, qui avait montré que finalement en associant 3 paliers 1, paracétamol, néfopam et anti-inflammatoire, on arrivait à avoir une réduction de morphine qui était importante, de 21 mg à 48 heures. Et puis le deuxième point qui est très important à connaître, et je pense que peut-être peu d'entre vous l'appliquent encore, c'est applicable depuis le 3 juillet 2022, donc on va dire 1 an. C'est un nouveau cadre réglementaire pour la prescription d'opioïdes forts.
hein. C'est-à-dire que, quand vous savez, quand on utilise des opioïdes forts, normalement, on met la date et le pharmacien doit le prescrire dans les 3 jours suivants. Donc, ce qui était embêtant pour anticiper une prescription d'analgésique quand les patients allaient être opérés en ambulatoire. Et donc, on a une clarification de la réglementation. Maintenant, si vous voulez que votre patient achète ces opioïdes forts pour le jour J de l'ambulatoire et que vous le voyez bien longtemps avant, il suffit de marquer sur l'ordonnance la date de l'intervention et la date prévisible de la sortie. Donc, vous marquez ça. Le pharmacien, lui, peut donner ces opioïdes s'il va 3 jours avant la date de l'intervention ou 3 jours après la sortie qui était prévue. Hein, et il donnera la quantité que vous avez prescrite. Et donc, c'est bien sûr, il faut quand même les autres, la réglementation, ce sont des ordonnances sécurisées où on doit écrire en toutes lettres la posologie. Voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissaient cette... levez la main, ceux qui connaissaient. Bon, j'ai vu Anissa, en premier rang. Voilà, donc les messages clés. Donc, on est dans un contexte de tableau de fond des crises des opioïdes, même si elle ne nous a pas touchés en France, on est baigné dedans et on fait attention à ce qu'on fait avec les opioïdes. On a un développement important de l'ambulatoire de la RAC, puisqu'on peut arriver à 70% des patients qui partent en ambulatoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, opioïdes faibles et forts, ce sont les mêmes problématiques, ils ont les mêmes effets secondaires, ils ont les problèmes d'abus et de mésusage, également d'hyperalgésie. La codéine et le tramadol, ils posent le problème des polymorphismes génétiques, avec cette grande variabilité génétique. Et la codéine et le tramadol, également les mêmes problèmes de nombreuses interactions. Donc finalement, les opioïdes forts à dose faible seraient peut-être une solution élégante, bien sûr si on l'associe à tout ce qu'il faut avant, avec une bonne analgésie multimodale et moderne. Voilà, je vous remercie pour votre attention.